Bonsoir à vous qui nous suivez sur TV5 Monde. En Italie et à Porto Rico, vous avez un téléphone portable intelligent, un smartphone. Il grouille probablement d'applications diverses. Alors il y a bien des chances que vous soyez tracé. Véritable révolution, Big Data permet d'exploiter votre profil à des fins souvent commerciales. Sept Suisses sur 10 possèdent un téléphone portable multifonction. Selon un site comparatif, autant dire que les smartphones ont connu une diffusion fulgurante. Autant dire aussi que ces mini-ordinateurs font partie de la vie quotidienne d'une grande majorité d'entre nous. Mais qui sait vraiment jusqu'à quel point les applications, et il y en a des milliers, peuvent nous tracer, voire carrément siphonner notre vie privée. Un mouchard dans la poche, c'est l'enquête de Luc Mario et Xavier Nicole. Ce petit appareil sur la table de nuit ne dort jamais, sauf quand sa batterie est vide. Il a travaillé automatiquement toute la nuit. Il a beaucoup reçu et beaucoup transmis. Tout cela pendant le sommeil de Samantha. Samantha ressemble à beaucoup d'entre nous. Son smartphone, c'est la dernière chose qu'elle regarde le soir et la première qu'elle agrippe le matin. Aujourd'hui, nos téléphones sont devenus de véritables compagnons numériques. Ils sont donc aussi les témoins de fragments de plus en plus complets de nos vies. Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, textes, photos, j'aime, j'aime pas. Rendez-vous à telle heure, je t'aime, je ne t'aime plus. Tu as vu ta tête hier soir, demain tu m'en joues. Pour nous aider, nos amis rectangulaires ont des centaines de milliers d'outils à disposition, les applications. Ces programmes que l'on télécharge directement sur nos machines sont souvent gratuits ou vendus à un prix modique. Certains nous sont très utiles, comme la météo. D'autres sont rarement sollicités et dorment paisiblement dans la mémoire de nos appareils. Ce que l'on sait moins, c'est que nos assistants et leurs applications ne sont pas très discrets. Ils peuvent transmettre automatiquement une bonne partie de notre vie numérique à des tiers. Un fait qui commence à inquiéter beaucoup d'utilisateurs. Pour en avoir le cœur net, nous avons d'abord contacté un spécialiste, Cyril Pavillard. Hello. Bonjour Cyril. Bonjour, comment ça va? Ça va le Pérou. Cet entrepreneur vaudois, créateur de plusieurs startups dans le monde numérique, vit et travaille aujourd'hui depuis Lima, au Pérou. Sa dernière création, c'est YourTurn, un réseau social où l'on peut modifier puis échanger des photos en mettant sa vie en scène de diverses manières. Est-ce que pour une application comme la vôtre, c'est important de récupérer quelques informations sur l'utilisateur? Alors, si c'est important, oui, ça peut être important. Bon, notamment, on peut récupérer son nom, son prénom et puis des informations de base. Donc, c'est des informations qu'on a besoin pour des raisons légales aussi. Après, on peut pousser les besoins d'informations plus ou moins loin suivant le type de service qu'on offre. Par exemple, la géolocalisation, ça peut être quelque chose qu'on peut demander qui permettrait de savoir où est l'utilisateur pour lui offrir des informations qui sont relatives à son positionnement. D'accord. Ça, vous le faites, par exemple? Nous, la géolocalisation, ce n'est pas un domaine dans lequel on travaille. On récupère vraiment des informations de base qui sont liées simplement à son profil utilisateur et des informations, vu qu'on utilise des identifiants qui peuvent passer par Facebook ou Twitter. Et là, on récupère un certain nombre d'informations que Facebook nous transmet. Pour déterminer ce que les applications transmettent exactement comme information à travers le réseau, nous nous sommes adressés à ce laboratoire spécialisé, non loin de Düsseldorf, en Allemagne. Et nous avons fait tester plusieurs applications suisses ou internationales dans leur version iOS, donc tournant sur les iPhones ou les iPads d'Apple, et les mêmes dans leur version Android, le système d'exploitation mis au point par Google. Premier constat avec Lars Östen, l'expert du laboratoire. Chaque application transmet quelque chose. Pourquoi ?
D'abord des informations de base, comme le type de téléphone utilisé. Ça permet aux exploitants de l'application d'envoyer du contenu adapté à l'appareil. Mais ce ne sont pas des informations critiques. Non. Alors qu'est-ce qui est critique comme transmission? Par exemple, une application qui transmet la position GPS de l'utilisateur, donc le lieu où il se trouve, alors qu'elle offre un service qui n'a pas besoin de ça pour remplir sa tâche. Et qu'est-ce qui serait très critique? Par exemple, la transmission du nom d'utilisateur et du mot de passe en clair, sans cryptage. Pour récupérer les indiscrétions de nos programmes, le laboratoire utilise plusieurs logiciels qui interceptent le trafic entre un téléphone et le réseau. Voilà ce que ça donne visuellement. Cet apparent charabia informatique n'a pas de secret pour Lars. Ce qui est en vert, ce sont des transmissions en clair, sans cryptage, et ce qui est en gris, c'est crypté. L'une des applications testées, c'est Swiss Traffic. Elle présente une particularité qui n'a pas beaucoup plu au laboratoire. Lorsque l'on s'enregistre avec son numéro de téléphone, celui-ci est envoyé en clair, c'est-à-dire non crypté, vers le réseau. C'est par là. C'est le numéro que vous avez entré. C'est ici, ah oui, 061, on peut le lire en clair. Oui, c'est un risque d'envoyer cette information en clair sans la crypter. Crypter, ça ne poserait pas de problème. Mais une information personnelle transmise en clair à travers le réseau, c'est critique. Le numéro de téléphone, vous n'aimez pas voir ça? Disons qu'il y aurait d'autres manières de faire, plus sécurisées. Nous sommes chez ID Mobile, non loin de Vevey, dans le canton de Vaud. Alors là, ici, c'est la crème, c'est notre département technique, c'est là où nos ingénieurs. Alors certains sont à l'armée, certains sont au téléphone. C'est là qu'on développe sur iPhone, Android, et puis qu'on gère aussi toutes les données. Et puis c'est là qu'on fait aussi, on crypte nos informations. Combien d'applications autour? On a une quarantaine d'applications entre iPhone, Android et puis Windows Mobile depuis quelques temps. Et Swiss Traffic. Et Swiss Traffic, ouais, notre application nationale. Swiss Traffic informe ses utilisateurs en temps réel de l'état du trafic routier en Suisse. Un service payant qui est un bon exemple de l'intérêt d'un certain échange d'informations entre les smartphones et les fournisseurs d'applications. Chaque utilisateur qui s'est enregistré avec son numéro de téléphone est géolocalisé en permanence. Regardez ces petites balises, ce sont tous les utilisateurs actuellement sur la route. En vert, ceux qui vont à plus de 80 km/h. En rouge, ceux qui sont à moins de 20 km/h. Ces informations sont envoyées automatiquement par l'application. On vous trace, mais on vous trace pourquoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois vous donner une information qui est pertinente pour vous. Si vous êtes déplacé de Genève à la télévision, que vous venez à Lausanne voir quelqu'un, vous n'aimeriez pas avoir les informations à Zurich. Donc, j'ai besoin de savoir où vous êtes, dans quelle direction vous allez. L'avantage aussi, repérer très vite les bouchons en formation. Si plusieurs voitures roulent très lentement sur l'autoroute, c'est qu'il se passe quelque chose. Et les conducteurs peuvent aussi envoyer volontairement des infos sur le trafic. Je clique ici, je transmets l'information du trafic, ça fait 2 secondes pour que je puisse valider, pour être sûr que c'est juste. Votre information a bien été envoyée, merci de votre collaboration. Et je pense que voilà, immédiatement, la collègue à l'inforoute a reçu l'information, qui maintenant va rappeler pour savoir qu'est-ce que c'est, est-ce que l'accident est grave, pas grave, ou est-ce que c'est un bouchon, qu'on soit le plus précis possible pour l'utilisateur. Oui, c'est inforoute à l'appareil. C'était une fausse manipulation. Pas de problème. Ok. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors là, je comprends l'intérêt de donner le numéro de mobile, puisqu'on peut vous rappeler, enfin, il y a plein de choses, mais il est transmis en clair entre l'application et votre centrale. On l'a vu avec notre test. Est-ce que c'est pas un problème, c'est qu'il ne soit pas crypté? Non, parce que clairement, aujourd'hui, les gens qui veulent frauder chez nous, c'est les gens qui veulent se faire passer pour quelqu'un d'autre avec un téléphone puis qui veulent utiliser le service d'un autre client. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que nous stockons le numéro de téléphone, le device ID physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le vous numéro laissez de la machine, non? Le numéro du téléphone physique. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre mon compte puis partir avec notre service sous mon nom. Mais un numéro de téléphone, c'est un moyen de paiement aujourd'hui. Il faut protéger. Donc là, nous, aujourd'hui, si on doit encore peut-être apporter une amélioration pour crypter encore un peu plus ce téléphone, nous le ferons. Mais aujourd'hui, par rapport à notre besoin et aux besoins du client chez nous, ce n'est pas nécessaire. Pas nécessaire, ce n'est pas l'avis du labo. Une autre application mobile que nous avons fait tester, c'est RTS Info. Une application maison de chez nous, il n'y a pas de raison. Verdict du labo, pas de problème critique, mais de nombreux envois de données à des serveurs extérieurs. Nous avons demandé pourquoi à Sébastien Noir, chef de projet chargé des applications mobiles à la RTS.
Essentiellement pour pouvoir suivre finalement ce que font nos utilisateurs, parce que cette application, comme toutes les applications d'ailleurs, elle est appelée à évoluer au fil du temps. Et pour savoir dans quel sens il faut la faire évoluer, il faut que nous connaissions nos utilisateurs. Donc nous avons besoin à cet égard d'un certain nombre de statistiques pour savoir déjà si les gens utilisent des anciens téléphones, des nouveaux téléphones, est-ce qu'ils ont mis à jour les systèmes d'exploitation de ces téléphones ou pas, et afin ensuite de savoir simplement finalement quelles sont les vidéos qui sont regardées, quels sont les articles qui sont pertinents pour notre audience. En tant que service public, il s'agit quand même d'offrir la meilleure expérience possible à nos utilisateurs, et pour ça, il est nécessaire de savoir ce qu'ils font. Et c'est vrai que là, nous avons tendance à nous appuyer sur un certain nombre de sociétés. Parfois, nous sommes tenus de le faire pour des raisons de statistiques, pour pouvoir suivre en fait la consommation des utilisateurs sur nos applications. Cette analyse du comportement des utilisateurs est aujourd'hui monnaie courante dans le monde numérique. C'est si facile. Pour faire la même chose naguère, il fallait commander des sondages et des études coûteuses. Nous sommes donc devenus aujourd'hui un sujet d'observation permanent. On va voir que Big Data, ce n'est vraiment pas de la science-fiction et que les enjeux commerciaux réalisés sur le dos de notre vie privée sont assez spectaculaires. Samantha aime bien ce quartier et ses magasins. Elle y revient souvent avec évidemment son smartphone dans la poche. Et ce jour-là, elle a très envie de renouveler quelque peu sa garde-robe. Mais par quel magasin commencer ? C'est son smartphone qui va lui proposer une réponse. Avec un message publicitaire, 50% de réduction aujourd'hui sur sa marque de basket préférée. Juste au moment où elle passe devant un magasin de chaussures qu'elle connaît bien. Pourquoi s'en priver ? Ce genre de publicité instantanée et localisée, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà et c'est l'une des conséquences des indiscrétions de nos compagnons numériques. Retour au laboratoire. L'une des applications que nous avons fait tester, c'est Shazam, un programme qui parvient à reconnaître le titre d'une chanson qu'on lui fait écouter. Ce qu'a remarqué le laboratoire, c'est qu'en plus de vous localiser pour afficher une carte, dont l'utilité n'est pas primordiale, Shazam sur Android, par exemple, envoie votre position à 2 entreprises publicitaires et vous affiche des réclames locales. Un fait qui n'étonne pas du tout Roy Metz. Cet expert de l'association de consommateurs Euroconsumer suit en permanence le monde des applications mobiles. Ce que l'on remarque en général et également dans le résultat de nos propres tests, c'est que nombre d'applications sont vraiment parties dans la direction d'envoyer des informations à des entreprises spécialisées dans la récolte de données. Et parfois, je me demande, est-ce vraiment nécessaire ? On parle d'une application comme Shazam qui est active dans le domaine de la musique, mais qui en même temps veut aussi récupérer votre position. Alors parfois, je me dis que la tendance, c'est vraiment de collecter le plus possible vos informations personnelles pour les transmettre à d'autres. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on veut du gratuit. On a été éduqué à avoir un accès gratuit à un certain nombre d'informations. Et je pense que ça, c'est une des raisons qui force à se retrouver avec des systèmes sur lesquels on échange des informations personnelles, on échange d'un certain niveau de gratuité. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne particulièrement bien dans l'ère du mobile, dans l'ère de la consommation, sur laquelle on peut acheter des applications qui valent rien ou quelques francs, alors que derrière, il y a des heures, des centaines ou des milliers d'heures de développement. Vous êtes le produit, vous ne payez pas l'accès à Facebook, mais Facebook utilise vos informations pour vous donner ce service gratuitement. Il existe aujourd'hui un mot pour représenter cette masse de données récoltées sur nous et analysées en permanence. C'est Big Data, le grand flux d'informations planétaires. Marc Lamarche travaille pour Azimove, une agence de publicité et de marketing spécialisée dans les mobiles et les applications. Big Data, c'est la mine qu'il exploite chaque jour. Big Data, tout d'abord, c'est collecter, enregistrer des données de façon massive via plusieurs sources pour ensuite les exploiter. Alors c'est là que le bât blesse. Souvent, elles ne sont pas facilement exploitables. C'est pour ça qu'il y a des algorithmes qui permettent de créer des modèles et pouvoir exploiter ces données à des fins marketing ou autres. On va essayer de croiser des données pour pouvoir créer des profils. Imaginons un utilisateur. Son téléphone est identifié par un numéro unique et il utilise une application qui le localise. Du lundi au vendredi, son téléphone est détecté alternativement tôt le matin à Genève, la journée à Nyon et retour à Genève le soir. Donc on va faire une probabilité, on va se dire ce profil a plus de 85%
à un travail. Et on sait qu'en moyenne, il va gagner plus de 3 000 francs par mois. C'est données empiriques. Ensuite, par rapport au contenu qu'il va visiter, au site qu'il va fréquenter, aux bannières sur lesquelles il va cliquer, on va pouvoir, toujours de façon prédictive, se dire cette personne a entre 18 et 25 ans. On peut aller même plus loin, c'est une femme ou c'est un homme. Donc notre annonceur qui souhaite viser ce type de public on pourra, à partir du moment où il est détecté sur notre réseau, lui afficher une publicité 5 millisecondes après sa venue. C'est sûr que l'on vous met dans des petites cases. Ils se disent « Oh, ce type a un iPhone sur le réseau Vodafone, et en Allemagne, le réseau Vodafone est très cher. Alors il doit avoir pas mal d'argent, et on peut lui envoyer des offres correspondant à la taille de son porte-monnaie. » Cela signifie qu'ils limitent vos choix de consommateurs par avance, et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ils font du profilage sur vous, mais ils ne partagent pas ces informations avec vous. Ils ne vous disent pas ce qu'ils font avec vos infos, et je pense que ça, c'est le problème. Et là, on vous a parlé seulement du profilage d'un utilisateur anonyme. Mais lorsque vous vous loguez sur un réseau social, alors vous devenez encore plus juteux. Il est clair que si on veut parler de vie privée, probablement les plus grands aspirateurs de vie privée qui existent, ce ne sont pas les petites applications dans un coin, mais ce sont les réseaux sociaux, parce que là, les gens décident, ou pas, de mettre un certain nombre de données personnelles, leurs photos de vacances, les dernières péripéties qui leur sont arrivées dans la journée, peut-être même leur joie ou déboire professionnels, et toutes sortes de choses-là. C'est quasiment sur le domaine public. À partir du moment où vous avez un ami qui est là, il va pouvoir voir ce genre de choses-là. Donc, et évidemment, vous avez offert toutes ces données-là à Facebook. Ce que cela signifie, c'est qu'ils peuvent vraiment voir où vous êtes, ce que vous faites, qui sont vos amis, et sur le marché des données, cela vaut beaucoup d'argent. J'ai entendu quelques estimations qui circulent. Il semble qu'un profil complet, avec nom, adresse email, numéro de téléphone, etc., cela vaut environ 8 € par personne. Je ne connais pas tous les détails, mais on peut imaginer que c'est un gros business. Et quand des grandes compagnies comme Google ou Facebook rachètent des applications indépendantes, elles vous offrent de nouveaux services, mais d'un autre côté, elles peuvent aussi affiner encore plus votre profil. Récemment, Facebook a racheté une start-up, une toute petite société qui s'appelle Moves, qui est très intéressante parce qu'elle collecte les informations qui sont dans votre téléphone. Il y a des petites puces qui permettent de savoir le nombre de pas que vous faites, etc. C'est des informations orientées fitness. Cette information Moves est très intelligente et c'est non seulement où vous vous déplacez, à quels endroits vous vous arrêtez, mais aussi quel type d'activité vous faites. Et finalement, à la fin de la journée, vous avez un petit schéma sur ce que vous avez fait. Et cette société vient de se faire acheter par Facebook. Maintenant, la question se pose, j'ai accepté de partager mes informations, est-ce que Facebook va y accéder ? La réponse c'est oui, elle vient de mettre à jour ses conditions générales d'utilisation et dans ces conditions générales, elle autorise le partage des informations avec Facebook. Qu'est-ce que je fais ? J'arrête l'utilisation de l'application ou je continue ? Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui on collecte ces informations qu'elles sont utilisées pour de la publicité, mais demain ces informations vont pouvoir être utilisées de manière plus subtile par votre assureur par exemple, ou par le gouvernement. Je pense peut-être qu'on est moins concerné en Suisse, on a peut-être plus confiance en notre gouvernement, mais il faut s'imaginer dans d'autres pays ce que les gouvernements peuvent faire avec ces informations. Aujourd'hui, à côté de nos smartphones, il existe de nombreux objets connectés, comme ces bracelets qui enregistrent notre sommeil, notre activité et parfois aussi notre rythme cardiaque. Demain, on imagine déjà des vêtements munis de capteurs et pourquoi pas carrément des puces sous la peau. Tous connectés à vie, pour le meilleur, mais peut-être aussi pour le pire. On peut prendre l'exemple de l'application assez géniale qui permet de savoir à quelle vitesse vous skiez. Elle vous est présentée comme étant une application sympathique qui permet de savoir à quelle vitesse vous allez, etc. Mais le jour où vous avez un accident de ski et que l'application disait que vous alliez un peu trop vite, ça pose un certain nombre de questions. Donc je pense que c'est ça, c'est de se poser la question soi-même sur l'utilité des choses et puis sur comment et avec qui on partage ces informations, aujourd'hui et dans le futur. Parfois, on nous demande notre consentement, mais un petit oui peut avoir de grandes conséquences.
Stéphane est un développeur d'applications. Il en a programmé pour des journaux, des banques et bien d'autres clients. Il connaît toutes les ficelles du métier. On peut récupérer beaucoup d'informations puisque maintenant le téléphone c'est un outil qu'on a dans la poche et qui contient à peu près toute notre vie. Donc on peut récupérer déjà tout le carnet d'adresses qui est super intéressant. À une époque peut-être c'était plus facile mais suite à divers scandales, tous les fabricants de téléphones, que ce soit, tous ceux qui font un OS de téléphone, Android, iPhone, Apple et autres, ils ont verrouillé un peu, c'est-à-dire que maintenant ils demandent la permission. Avant, sur les appareils iPhone, iPad, Apple ne demandait aucune permission, pouvait récupérer les données et les envoyer. Mais maintenant, ils demandent la permission. Alors là, donc, c'est moins facile, mais c'est toujours faisable. Parce que la permission est demandée une fois, et on ne sait pas trop pourquoi. Donc si je fais une application qui demande, qui a besoin d'accéder à mes données, juste les miennes, pour savoir mon téléphone, mon adresse et tout, il va demander l'accès au carnet d'adresse complet. Et à partir de là, si je prends ce carnet d'adresse et que je l'envoie à une entreprise, personne ne le sait. Prenons l'exemple de Swipe, une application qui tourne sur les smartphones Android. C'est vrai que quand on l'installe, elle nous demande des autorisations. Les informations sur les réseaux sociaux, lire le journal d'appel, voir les contacts, le microphone, enregistrer des fichiers audio. La liste des autorisations qu'elle demande est vertigineuse pour un simple clavier personnalisé. On se demande même si elle n'exagère pas un tantinet. Consulter le dictionnaire personnel, voir les termes ajoutés au dictionnaire, les appels, voir l'état et l'identité du téléphone, et votre position approximative réseau, position précise, GPS et réseau. Voilà. Et j'ai désormais le choix d'accepter ou pas d'installer cette application. Nous avons demandé à Sébastien Fanti, un avocat spécialisé dans le monde numérique, ce que prévoyait le droit suisse en la matière. Vous devez obtenir pour la collecte de ces données un consentement éclairé, préalable. Vous devez en fait être transparent, vous devez dire voilà, moi avec cette application-là, je vais prendre votre photo, votre carnet d'adresse, vos emails, etc. Est-ce que vous êtes d'accord ? Parce que si on regarde par exemple ce que fait Android quand on installe une application, on vous dit Android vous demande d'avoir le droit d'accéder à votre appareil photo, à vos contacts et tout, mais on ne vous dit jamais pourquoi. Alors on devrait le dire, très clairement. Lorsque vous donnez votre consentement, c'est comme chez le médecin. On devrait vous dire, monsieur, nous allons utiliser vos données, votre photographie pour ça. Et si on utilise pour autre chose, on doit vous redemander votre consentement. Dans le cas de cette application Swipe, d'ailleurs, la transparence n'était pas vraiment au rendez-vous. Cette application s'est distinguée dernièrement par le fait qu'elle envoyait la position GPS de l'utilisateur un nombre important de fois par jour. Un des utilisateurs s'est plaint en disant que l'application avait envoyé 4000 fois sa position GPS en une seule journée. Donc c'est quand même assez important. Et puis on peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce qu'une application finalement qui est présentée comme étant un clavier pour permettre une utilisation plus agréable, plus rapide à l'utilisateur, pourquoi cette application-là envoie en fait ces données GPS ou veut accéder à toutes sortes d'informations personnelles sur le téléphone. Ce gros problème de localisation est aujourd'hui corrigé. Reste que quand on donne son autorisation, il est difficile de savoir vraiment l'étendue de ce qui va être réellement fait et enregistré par le programme et dans quel but. Autre exemple, la fameuse application Moves sur iOS cette fois. Voilà, on me demande d'accepter les conditions et la politique de confidentialité, donc des pages et des pages de conditions. En général, on sait que personne ne les lit. Politique de confidentialité, en anglais. Le problème de ces conditions générales, 1, c'est qu'on ne les lit pas. 2, c'est qu'elles sont extrêmement compliquées et souvent soumises à un droit qui peut ne pas être celui du pays dans lequel vous utilisez l'application. Donc, il y a une discrépance entre les droits et les obligations de chacun. En clair, vous avez très peu de droits, eux ont tous les droits. Et bien déjà, pour ce seul motif, ces conditions pourraient ne pas s'appliquer s'il y avait une procédure. Ok, acceptons. Move souhaite accéder à vos mouvements. Donc là, il s'agit de savoir de quelle manière je me déplace. Donc je peux accepter ou refuser. Alors je vais refuser, par exemple. On me demande ensuite d'accéder au service de localisation. Donc là, c'est clairement le GPS. Donc je n'ai pas envie non plus, donc j'annule, et voilà. Le problème, c'est que sans récupérer vos mouvements et votre position GPS, l'application Moves perd toute utilité. En même temps, on voit que du côté d'iOS, maintenant, on vous demande à tout moment si on peut accéder à votre carnet d'adresse, si on peut accéder... Il y a une espèce de sécurité qui a été introduite par Apple. Ça vous paraît quelque chose de positif ? Alors, de toute façon, je dirais que le fait qu'on
n'ait l'obligation d'obtenir le consentement préalable et éclairé à réitérer reprises, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que, ça rend le consommateur attentif, il devient un consommateur, c'est-à-dire que c'est lui qui décide. 2, ça permet aussi de comprendre que ce consentement, il peut être retiré en tout temps. Et vous pouvez dire, moi maintenant je ne consens plus. Vous arrêtez ce traitement de données. Et 3, ça prouve également qu'aux États-Unis se développe une toute nouvelle tendance à réguler les données. Et cette tendance va s'accentuer, ce qui signifie que les Américains vont introduire des règles. Et ces règles vont obliger leurs entreprises à mieux respecter la sphère privée. Récemment, il y a eu Snapchat qui s'est fait taper sur les doigts très fort parce qu'ils avaient siphonné complètement les téléphones des gens pour récupérer toutes leurs infos. Si une application se fait attraper en train de siphonner complètement le carnet d'adresses et n'a pas d'explication raisonnable, rationnelle à donner, ça peut toujours être mauvais. Mais vous, quand vous parlez avec vos clients qui sont donc des entreprises, est-ce que vous les mettez en garde là quand... Oui, je les mets en garde et pour l'instant, personne ne m'a demandé ce genre de choses. D'autant plus que moi, la Suisse est un tout petit pays. Et si je fais ce genre de choses, je me grille quand même à ce point de vue. Et si vous étiez un développeur mal payé dans un pays moins regardant? Si je travaille dans un pays comme ça, dans une usine à fabriquer des applications et tout, je ne poserai pas de questions. Yeah.